Nous avons amplifié ce type de réunion avec, comme vous l'avez vu, une assistance visuelle qui va nous servir à relayer aussi l'info et que vous pouvez retrouver vous sur le site de l'école pour pouvoir reprendre des informations qui vous auraient échappé ou retravailler ce type d'intervention. Le domaine de travail et de réflexion d'aujourd'hui va porter sur deux domaines de compétences. C'est l'actualité, c'est un mode de consommation. C'est un sujet de processus, pure player, pour certaines. C'est un sujet de convoitise pour beaucoup, la chaussure. Les parallèles sont multiples. Les parallèles ne se croisent jamais, à vous justement là de les faire se croiser et se réunir. J'ai demandé à Alice de Germigny de nous rejoindre ce soir pour nous exposer un petit peu son parcours en tant que de développement des marques propres de Sarenza et de voir avec elle un petit peu ce qu'est Sarenza, ce qu'est le marché de la chaussure via Internet. Et de comprendre peut-être aussi les constructions d'une ligne de chaussures et d'une gamme de chaussures dans ce type de mode de distribution. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, mais déjà je suis ravie d'être là et c'est la première fois que je viens à Motspé. Donc merci de m'accueillir. Donc je m'appelle Alice de Germigny, j'ai 39 ans, je travaille chez Sarenza. Donc comme l'a dit Bruno, je m'occupe en fait du développement de toutes les marques propres de Sarenza. Et pour vous résumer rapidement mon parcours, en fait, moi j'ai fait une maîtrise de gestion, ça s'appelle plus comme ça parce que c'était il y a longtemps, à Dauphine. Et ensuite j'ai fait un troisième cycle de management à l'IFM. Suite à ça, j'ai intégré le groupe Etam, où j'ai travaillé pendant 10 ans, où j'étais chef de produit, d'abord sur les accessoires, ensuite j'étais chef de produit sur le textile, et ensuite je suis passée chez 1, 2, 3, qui appartient également au groupe Etam, où j'étais chef de produit textile, puis ensuite chef de groupe accessoires, actualisation, donc tout ce qui est la partie circuit court, et également développement de la chaussure. Après donc, ce passage de 10 ans chez Etam où j'étais très heureuse, je suis partie découvrir un univers qui est beaucoup plus petit puisque je suis partie chez Mellow Yellow comme directrice de collection pendant 3 ans. Voilà. Et ensuite Mellow Yellow a été donc racheté par le groupe Eram. Et ensuite, je suis partie chez Jacadi où j'ai développé toute la chaussure enfant et notamment ouvert tout un réseau de boutiques chaussures spécifiques à Jacadi. Jacadi avait un réseau de distribution qui était textile avec de la chaussure au sein des magasins et l'idée c'était de développer un réseau que de chaussures. Et là, j'ai rejoint Sarenza il y a un peu plus d'1 an. J'avais aussi, moi, envie de parfaire ma connaissance du marché. La chaussure, c'est quelque chose aujourd'hui que je maîtrise bien. En revanche, la distribution sur Internet est quelque chose de spécifique et comme vous l'a dit Bruno, d'aujourd'hui de très actuel et qui est un mode de consommation qui est en pleine croissance. Donc voilà. Bruno m'a donc gentiment demandé de venir vous parler ce soir. J'ai préparé une petite présentation. Vous m'arrêtez quand vous voulez, il n'y a pas de mauvaises questions. Si vous trouvez que c'est pas drôle et que vous voulez passer à autre chose, on passe. On va le faire un peu cool. Alors, je ne sais pas manipuler cette petite chose. Voilà. Donc Sarenza. Rapidement, Sarenza, je pense que vous connaissez tous, c'est une entreprise qui aujourd'hui donc a 12 ans d'existence, qui a été créée en 2005 et qui en fait a été reprise en 2007 par nos deux aujourd'hui PDG qui sont Hélène Boulet-Suppot et Stéphane Trépose, qui en fait reprennent cette entreprise qui n'allait pas très bien, qui était jeune mais qui n'allait pas très bien, avec l'idée vraiment de la relever et d'en faire le numéro 1 de la chaussure sur Internet en France et même en Europe. On n'y est pas encore, mais en tout cas en France on y est. Donc ils ont successivement fait de nombreuses levées de fonds et notamment ils ont décidé de développer la société avec de nouveaux partenaires logistiques. On a aussi changé de logisticien l'année dernière. La logistique c'est très important dans la distribution e-commerce et c'est un peu la clé de Sarenza. L'idée de Sarenza, et vous le verrez après quand je vous décrirai plus les valeurs de l'entreprise, c'est aussi vraiment de faire des choses assez inédites, comme par exemple la course en escarpin. La première course en escarpin était en 2008, ensuite il y en a eu d'autres. Après, Sarenza a décidé de se développer en faisant de la publicité, et notamment de la publicité radio
et télé. Donc je pense que vous avez tous en tête le fameux jingle sarenza.com. Nous, on en a un peu marre, hein, mais ça marche toujours. Voilà, donc ça c'est vraiment le début d'une grande saga. Et ensuite, l'idée a été vraiment de développer les différents marchés sur lesquels Sarenza allait vendre ses produits. Donc vous verrez aujourd'hui, on est distribué dans une bonne trentaine de pays. Au départ, il n'y avait que la France. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc 2010, donc on fête le premier million de paires vendues sur Sarenza. Ensuite, en 2011, on lance l'Espagne. Avant, on avait lancé l'Allemagne, l'Italie. En 2012, c'est le site belge qui est lancé. Donc, il y a certains sites qui sont dédiés et il y a des sites, en fait, il y a des pays qui achètent sur le site .com. Mais aujourd'hui, on a un grand nombre de sites qui sont dédiés, qui sont donc des sites qui sont autonomes, qui distribuent les mêmes produits que ceux qu'on a sur le .com, mais qui les animent de façon différente en fonction des habitudes de consommation de leurs clients, en fonction du temps, par exemple. Il y a des pays dans le nord où il fait très froid, donc on va plus pousser des produits chauds, et dans le sud, plus des escarpins et des sandales. Après, en 2014, donc, c'est la création de la première marque propre Made by Sarenza, qui donc est un élément de différenciation. La marque propre sur Internet, vous verrez, je vous en parlerai après, c'est un vrai élément différenciant par rapport aux autres sites. On peut trouver effectivement des Nike et des Adidas partout sur le marché. Les marques propres sont faites exclusivement pour Sarenza et distribuées exclusivement sur le site Sarenza. En 2015, donc là, on est très content parce qu'on est le numéro 1 des sites e-commerce et également Sarenza a été élu Great Place to Work. Et en 2016, on a eu deux grosses actualités. Tout d'abord, un changement d'entrepôt, donc là, qui a été assez important puisqu'on est passé dans un très très gros entrepôt qui aujourd'hui est capable de traiter, on a plus de 2 500 000 paires en stock en permanence et on peut traiter un gros millier de commandes par jour, enfin, c'est vraiment beaucoup. Et également, on a lancé la marque propre Homme Mister Sarenza. Donc voilà pour les actualités de 2016. Alors, donc, vous voyez nos deux petits PDG, enfin elle est beaucoup plus grande que lui. Hélène et Stéphane. Ensuite, quelques petits chiffres. Donc aujourd'hui, Sarenza, c'est quoi? C'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui est en pleine expansion, avec des croissances à 2 chiffres sur les dernières années. Là, la croissance se ralentit, mais c'est normal car le marché est plus tendu. C'est la 6e saison de Made by Sarenza, donc la marque propre qui véhicule les valeurs de Sarenza. Et aujourd'hui, ce dont on est très fiers, c'est que la part de l'international, c'est 50% de nos ventes. Ce qui n'était pas le cas du tout en 2007, quand Stéphane et Hélène ont repris l'entreprise. Alors ça, c'est plus tellement vrai, parce qu'on a un peu moins de marques, mais il y a eu un moment au maximum où on a distribué plus de 750 marques de chaussures. Aujourd'hui, quand vous allez sur le site, il y en a plutôt 650. Et on a plus d'1,5 million de produits en stock en permanence. On a des exclusivités, des nouvelles marques qui viennent rythmer chaque année l'offre. Il y a des marques qu'on arrête, il y a des marques qu'on rentre en sélection. Et je vous expliquerai après comment est-ce qu'on les choisit. Et aujourd'hui, donc, on a 7 millions de clients et on est présent dans plus de 30 pays en Europe. Alors, quel est le positionnement de Sarenza par rapport aux autres sites e-commerce? Donc, chez Sarenza, il y a une espèce de dualité. Le grand slogan, mais que je n'avais pas de photo ici, c'est « Serious, not serious ». On est sérieux, pourquoi? Parce qu'on est très sérieux dans la façon dont on sélectionne les produits, dans la façon dont on parle à nos clients, dans la façon dont on distribue nos produits. En revanche, on n'est pas sérieux dans le sens où on a toujours envie de cette dose de fun, d'originalité, de proximité avec le client. Personne chez Sarenza n'a raison ou pas raison, tout le monde a le droit de donner son avis. Et on est surtout des passionnés de chaussures. Et ça, c'est vraiment un point très important. Donc en termes de valeur, Sarenza, il y a une vraie valeur de confiance, c'est ce que je vous disais, on a vraiment la qualité de notre travail est au rendez-vous. On a un service client qui lui est extrêmement performant. On reçoit tous les jours des mots de clients disant « vous êtes tellement gentil, merci beaucoup, vous êtes le meilleur service client », enfin voilà. Mais c'est très important, Sarenza il tient énormément. Ce qui est rare parce que souvent les services clients sont à l'autre bout du monde. Nous, le service client, il est chez Sarenza.
dans nos locaux rue de Choiseul, et vous avez 100 personnes en permanence qui sont natifs de tous les pays sur lesquels nous sommes présents, qui vous répondent au téléphone généralement en moins de 5 minutes. Donc on est passionné de chaussures, ça je vous l'ai dit. Il y a ce côté friendly où on a un côté très proche de la cliente, et c'est très important sur la distribution web d'avoir cette proximité avec le client, parce que comme on ne l'a pas en physique, il faut aussi qu'on leur fasse passer le message qu'on est là et qu'on peut les aiguiller, les écouter, comprendre leurs problèmes et leurs besoins. Et il y a la créativité, parce qu'il faut qu'on reste dans l'air du temps, ça c'est très important, à la fois dans nos produits mais aussi dans la communication qu'on va avoir. Et puis ce petit grain de folie et de fun qu'on aime bien et qui fait aussi un peu notre ADN. Alors, ceci étant, on veut vraiment être une marque experte chez Sarenza, donc il faut qu'on propose un catalogue pertinent pour chaque marché, comme je vous ai dit, donc du nord au sud et de l'est à l'ouest. À la fois des marques incontournables qu'on propose en profondeur, donc on va acheter bien sûr de beaucoup plus grosses quantités sur les marques incontournables, mais en même temps en trouvant des marques qu'on appelle dénicheurs, sur lesquelles on va acheter des plus petites quantités qui seront peut-être plus éphémères. Voilà, donc une marque connectée, ça va de pair avec le mode de distribution de Sarenza. Donc on a un très large réseau d'influenceurs, on a plus de 80 000 followers sur Instagram et 570 000 fans sur Facebook, donc aujourd'hui c'est beaucoup. On a de très forts relais RP, et ça c'est important par rapport à la distribution physique. La distribution internet avait un peu de retard dans le domaine des RP. Les RP plus traditionnels avaient tendance à ne pas représenter vraiment de site internet, et maintenant c'est de plus en plus le cas. On a changé de bureau de presse et on a un bureau de presse très influent qui est le bureau Catherine Mirand, qui est vraiment très connu sur la place de Paris et qui nous fait donc déplacement produits, à la fois un peu de corporate, et on a beaucoup de shoots, beaucoup de parutions presse, et l'idée c'est d'avoir de plus en plus de parutions parce que c'est comme ça qu'on fait connaître le site et les marques qu'on représente. Alors, comme je vous disais, le service est vraiment au cœur des préoccupations de Sarenza. Donc, vraiment, le business model de Sarenza, c'est de dire que la livraison et le retour sont gratuits. Ça vous paraît évident, mais à l'époque, quand Sarenza s'est créé, ce n'était pas quelque chose d'évident. Il y a beaucoup de sites qui faisaient payer la livraison et payer le retour, où le retour était parfois très compliqué. Ce n'est pas le cas chez Sarenza. La spécificité de Sarenza, c'est qu'on a 100 jours pour rendre son produit, ce qui est énorme. Ce qui fait que nous, en achat, on doit aussi en tenir compte, parce qu'un produit qu'on achète, potentiellement, peut être vendu 2 fois. Vous pouvez avoir un client qui l'achète, ça ne lui va pas, quelle que soit la raison, il va le retourner et on peut le revendre. Et la livraison, donc en 24 heures. Et comme je vous l'ai dit, un service client au top du top, qui soigne ses clients aux petits oignons. Une communauté Happy Shoes qui se développe de plus en plus. Donc ça, ce sont des clientes ambassadrices qui sont volontaires. On ne les paye pas, mais elles sont souvent, on leur donne des petits cadeaux, etc. Et elles vont conseiller en live, via le chat, des clientes qui se poseraient des questions sur une taille, sur un modèle, etc. La logistique, donc vous avez une très jolie photo de l'entrepôt. Ça ressemble vraiment à ça, c'est assez impressionnant. Tout est très automatisé, il n'y a même pas de place pour passer entre les différents racks, et c'est donc un bras robotique qui vient chercher l'intégralité des commandes et qui place également tous les colis qu'on reçoit à l'entrepôt, enfin, dès qu'on a des livraisons de produits. Donc c'est un entrepôt qui fait près de 20 000 m², c'est énorme. Je vous ai dit n'importe quoi, c'est 40 000 colis expédiés par jour, c'est beaucoup plus que... et donc 2,6 millions de paires en stock. Alors maintenant, on passe dans le vif du sujet, qui sont donc les achats. Alors c'est là où je travaille, donc c'est ce qui pour moi est le plus facile à expliquer. Donc les achats chez Sarenza, on a à peu près une cinquantaine de personnes. Donc sur un effectif de 350 personnes, finalement par rapport à d'autres entreprises du secteur, c'est pas beaucoup. Ça n'est pas en fait, les achats ne sont pas le cœur du métier chez Sarenza. Chez Sarenza, le cœur du métier, c'est comme je vous ai expliqué, il y a le service client d'un côté, il y a la logistique de l'autre, il y a un peu de finance, etc. Et il y a surtout ce qu'on appelle le commerce. Le commerce sont en fait les patrons de pays, c'est-à-dire des gens qui vont décider de placer tel ou tel investissement marketing. Parce que dans une distribution retail, on va faire des investissements marketing en envoyant des flyers, des coupons de réduction pour faire venir les clientes. Sur le web, on achète son client, on n'a pas de boutique physique,
en faisant du référencement sur Google, en achetant des mots-clés. Voilà. Et ça, c'est une grosse part du business de Sarenza. Donc aux achats, on est une équipe pas très nombreuse, mais très soudée, et qui construit et achète une offre différenciante qui doit être génératrice de chiffre d'affaires et de marge. Il faut savoir que les marges dans la chaussure, je pense que vous avez des notions de prix de revient et de construction de prix, les marges de chaussures sont très faibles par rapport aux marges du textile. Donc c'est important sur Internet, surtout quand on a en plus des livraisons gratuites et des retours gratuits, d'essayer de négocier au mieux avec les marques qu'on représente les prix d'achat pour pouvoir avoir des marges qui sont suffisantes et qui permettent de financer toutes ces livraisons, tous ces retours et également toute la partie des marques. Donc on doit construire une offre qui est commerciale, à la fois mode, experte et fun, acheter les bonnes quantités au meilleur prix et il y a toute une gestion des process opérationnels du moment où on fait les sélections, on passe les commandes jusqu'à la livraison entrepôt. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour différencier Sarenza et satisfaire nos clients et encore une fois, faire de la croissance de chiffre d'affaires et de marge puisque au final, et c'est bien triste, c'est toujours une histoire d'argent. Alors, aux achats, donc, il y a 5 équipes sur le produit et 3 équipes qui sont transverses. En rose, vous avez les équipes produits et en violet, les équipes transverses. Donc, les différents pôles sont le pôle sport, le pôle ville, luxe et maroquinerie, le pôle enfant qui est un pôle qui se développe beaucoup. Aujourd'hui, c'est 20% du chiffre d'affaires, l'enfant, c'est chez Sarenza. Les marques propres, dont je fais partie, et un pôle fin de série. On fait des ventes privées sur Sarenza et qui en fait sont essentiellement alimentés par des achats fin de série que des acheteurs spécifiques font en achetant en fait des stocks de marques de saisons antérieures qui ne se sont pas vendus, du coup à un meilleur prix et qui permettent de générer de meilleures marges. Et ensuite on a donc trois pôles qui sont des pôles transverses, qui sont un pôle de gestion et d'approvisionnement, avec toute la logistique. Un pôle projet pour essayer de faire en sorte qu'on ait des process de plus en plus simplifiés et un pôle trade marketing. Le trade marketing, en fait, c'est une équipe qui va négocier avec les marques des emplacements sur le site payants pour promouvoir ces marques et qui, du coup, génèrent un chiffre d'affaires direct. Et là, ça ne marche plus. Si, ça marche. Alors, donc 90% de l'activité produit, c'est ce qu'on appelle les marques externes. Les marques externes, donc c'est des marques qui sont sélectionnées par des acheteurs, donc il n'y a pas de construction de collection au sens où vous l'entendez parce que ce n'est pas eux qui développent le produit. En revanche, il y a une méthode et une façon bien précise de sélectionner ces marques, les produits et ensuite d'acheter ces produits. Donc déjà, il faut qu'on couvre les différents segments d'offres. Donc, tout ce qui est sexe, âge, niveau de prix, technicité. Par exemple, sur les baskets, on va décider qu'il nous faut tant de pourcents de baskets techniques par rapport aux baskets mode. Et il y a bien sûr toute la partie tendance. Sur la partie tendance, qu'est-ce qui se passe? On travaille avec un bureau de tendance. Donc là, vous avez un mini rétro-planning qui couvre en fait une saison, donc c'est-à-dire à peu près 10 mois en amont. On a d'abord un bureau de tendance qui va donc nous décrypter les tendances. Alors, ce n'est pas Péclair, c'est un autre plus petit, mais qui fait très bien son job. Suite à ça, on va avoir des inputs justement de notre équipe RP ou de l'agence RP qui va nous donner un peu ses besoins. Après, les différentes équipes d'acheteurs vont courir les marques pour voir dans les différents showrooms ce qu'ils trouvent comme sélection. On fait aussi beaucoup de salons, on achète directement sur les salons. Après, on va définir avec l'équipe animation marketing quels vont être les produits qu'on va mettre en vitrine. Donc les produits quelque part, alors la vitrine elle est fictive parce que ce n'est pas une vitrine dans un magasin, mais c'est les produits qui vont être un peu au top de qui vont être au top de la tendance du moment. Et enfin, on va mettre en ligne tout ça. Et là, je vous ai mis un petit exemple, donc un thème donné par le bureau de tendance, par exemple, comment il va se décliner du socle le plus commercial jusqu'au produit le plus image. Donc, si je prends l'exemple de gauche, on avait un thème sur cet hiver qui s'appelait Dark Provoke, qui était un thème très rock, très noir, etc. Donc, en commercial, ça va nous donner de la boots finalement assez basique et du derby aussi à semelle un peu épaisse, mais qui est finalement très commercial. Donc ça, quelque part, c'est ce sur quoi on met les quantités parce qu'on sait que c'est ce qu'on va vendre à Madame Tout-le-Monde.
Ensuite, ce n'est pas ce sur quoi on a envie de communiquer, parce que ce n'est pas suffisamment attractif. Donc, on va communiquer sur les produits qui sont juste au-dessus, qui sont les produits vitrines. Donc là, on monte déjà d'un petit cran en termes de mode. Et ensuite, ce qu'on va proposer au RP et qu'on va mettre dans notre lookbook pour avoir le maximum de parution presse, c'est la blouse que vous voyez en haut, qui, elle, est beaucoup plus mode, beaucoup plus difficile à vendre et souvent beaucoup plus chère aussi. Et là, vous avez du coup le même pendant sur le côté radical pump, donc qui sont tous les escarpins avec empenne couvrante, très minimalistes. Voilà. Donc après, on rentre dans les marques propres. Alors les marques propres, donc c'est mon domaine. Donc là, c'est différent puisque les marques propres, au lieu d'aller les sélectionner chez des gens qui ont pignon sur rue, ces marques, on va les construire. On va les construire en fonction là aussi du marché. On va regarder sur le marché que ce soit nos concurrents retail ou nos concurrents sur le web, ce qu'ils proposent et ce sur quoi on pense qu'on a une place à prendre. Aujourd'hui, on a 6 marques qui sont femmes, hommes, enfants. Donc on a Made by Sarenza qui est la marque éponyme dont je vous parlerai tout à l'heure, Georgia Rose, I Love Shoes, Marvin & Co, Mr Sarenza et la petite dernière Sarenza Pop. C'est des marques qui sont très complémentaires, déjà parce qu'il y a à la fois de la femme, de l'homme, de l'enfant. Vous avez des marques qui sont beaucoup plus mode et des marques qui sont plus classiques. Il y a des marques qui sont petit prix et des marques qui sont plus chères. Et en fonction de ça, on ne les construit pas de la même manière. Sur les marques qui sont Made by Sarenza et Mr Sarenza, l'intégralité des produits, c'est du développement produit. Donc on va partir là aussi des tendances, ensuite on travaille avec des stylistes qui vont nous faire des croquis, on fait un plan de collection, on définit nos produits, nos prix, on lance tout dans les usines, on va voir en usine ce qui s'y passe, donc c'est un processus de collection qui est très complet. Sur les autres marques qui sont des marques à gros volume et souvent à plus petit prix, on a un mix entre le développement et ce qu'on appelle du picking modifié. Donc là, on va dans des salons où on voit des fournisseurs qui ne sont pas des fournisseurs de marques sur le marché, mais qui sont des fournisseurs de marques blanches, donc qui fabriquent pour X ou Y et qui proposent eux-mêmes des collections. Et là, on choisit au sein de leur collection des produits qui nous paraissent rentrer dans notre plan de collection, qu'on va modifier en matière, en couleur, en tige s'il y a besoin. On va peut-être parfois refaire faire la forme, mais on part d'une base existante, ce qui est différent des marques qu'on construit vraiment de A à Z. Alors là, je vous ai fait un petit focus sur nos 2 marques femmes, qui sont donc Made by Sarenza et Georgia Rose, pour que vous voyez un peu les 2 ADN qui sont vraiment très différentes. Donc Made by Sarenza, quand on commence déjà à travailler une marque propre, on écrit toujours ce qu'on appelle sa carte d'identité. Donc là, je vous ai mis le chapeau de la carte d'identité, mais après, c'est une presse qui fait 50 slides pour expliquer vraiment ce qu'on veut mettre dedans et pourquoi. Donc Made by Sarenza, elle, c'est une marque qui sert à porter l'identité de Sarenza. C'est sur elle qu'on va communiquer. Ça n'est pas une marque qui est là pour faire du chiffre d'affaires. Alors, elle est là quand même pour gagner de l'argent, je vous rassure. Mais elle est surtout là pour montrer la différenciation de Sarenza. Donc, c'est une marque qui est audacieuse, qui est urbaine. On a très peu de modèles, enfin, on a quelques sneakers, mais c'est une marque qui est globalement très urbaine et féminine. Et c'est une marque qu'on a qualifiée de pétillante, dans le sens où elle a toujours un petit détail. Il y a toujours des couleurs un peu spécial, il y a toujours du détail particulier. Et on a un styliste qui est très bon, qui lui traite toujours les produits avec des thèmes assez forts de saison. Alors il y a des saisons où ça marche très bien, il y a des saisons où on peut se planter. Alors là, je vous ai mis les 3 thèmes qu'on a sur cette saison par exemple. Donc le premier thème qu'on a, c'est Baby It's Cold, c'est un thème qui est complètement rétro et inspiration un peu, on a le grand retour de Vuarnet, des bandes de ski, on en voit partout chez Zara aussi, le côté ski à la ville. Donc là, on a traité des détails qui sont aussi assez osés. Bon, le chevron encore, c'est assez facile. L'escarpin moumoute, il se vend plutôt bien, mais c'était pas gagné en blanc quand même. Tout un thème avec des ganses de combinaison de ski, donc déclinés dans plein de couleurs et sur différentes hauteurs. Et on développe chaque saison des prints en exclusivité. Donc soit c'est le styliste qui les fait, soit c'est des graphistes chez Sarenza qui les font. Là, l'idée de ce print, c'était d'avoir comme un effet de pull jacquard imprimé sur du cuir. Donc on a même fait les petites bouclettes, je vous ai apporté les produits après. Voilà, donc ça c'était pour le premier thème et voilà le visuel que ça donne. Ensuite, on a un thème militaire hyper chic, inspiré du défilé Givenchy de l'hiver dernier. Avec des détails officiers et beaucoup de rouge. C'est un thème où il y a du noir, mais il y a énormément de rouge. Du doré traité en galon, mais aussi sur ce talon-là, par exemple, qui est un talon galvanisé.
Tous les détails officiers de boutons de clarinette, vous savez, c'est ces boutons qui sont très plats qu'on retrouve sur les vestes. Et là aussi, un print qu'on a fait développer en interne, qui est un print noir et blanc, vous ne voyez pas bien là, mais c'est comme des petits galons de vestes militaires, un peu les petits galons de l'armée, noir et blanc qui se répètent. Et alors le troisième thème, on est vraiment dans la mouvance du un peu ugly shoes, où finalement le moche devient beau et le mélange des couleurs et des prints et des bizarreries devient très sympa. Donc là, on a du zèbre multicolore, du léopard traité en maxi-taille avec des talons de couleur et des paillettes traitées sur des formes un peu improbables. Donc voilà pour la marque Made by. Et, non pardon, j'ai oublié de vous dire, et donc là c'est le début aussi depuis cette saison, on commence sur Sarenza à faire des collaborations, bon, tout le monde fait des collabs, hein, bien sûr, on n'a rien inventé, mais l'idée c'est de faire des collabs un peu détonnantes, et donc là on s'est associé sur cet hiver avec l'artiste Camille Walala, je ne sais pas si ça vous parle, qui est en fait c'est une artiste graphique qui peint des fresques. Elle peint des fresques dans des hôtels, sur des murs, dans plein de villes. Elle voyage partout à travers le monde. Et elle a toujours le même type de print. Ce sont des prints qui sont à la fois très graphiques et d'inspiration un peu africaine. Et donc là, elle nous a développé un print juste pour nous, qu'on a mis sur des modèles existants de Made by Sarenza. Donc voilà ce que ça donnait. Il se trouve qu'elle a aussi pas mal de followers sur Instagram et qu'elle est aujourd'hui assez suivie par une communauté assez spécifique, mais ça fonctionne bien. C'était un gros carton parce qu'aujourd'hui on est complètement sold out, on a tout vendu en 2 semaines. Maintenant on a quelques produits qui reviennent pour des gens pour qui c'était trop petit, trop grand. Donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Typiquement j'avais 0 quantité la semaine dernière et là il doit peut-être me rester 20 paires parce qu'il y a des gens qui les ont rendus. Donc les gens peuvent s'inscrire à une alerte de stock et tout d'un coup, ils vont se jeter dessus parce que c'est revenu. Donc là, on a fait une grosse mise en avant très 360 avec un mini site dédié, avec un relais dans la presse. On avait même une campagne print. Donc voilà, un gros coup média, ça a très bien fonctionné. Et l'idée, c'est de répéter ce type d'opération sur les saisons suivantes. Alors là, on passe à Georgia Rose. Vous allez voir, ce n'est pas du tout le même univers. Donc, Georgia Rose, c'est une marque qui se veut très rassurante. On est dans la femme très très féminine, très ville, moins chère en termes de prix de vente que Made by Sarenza, beaucoup plus portable. Et typiquement pour Sarenza, c'est la marque à gros volume. Georgia Rose, c'est la 4e marque du site, tout confondu en termes de vente. Donc c'est une très grosse marque, inconnue du grand public. Enfin, les clients de Georgia Rose connaissent la marque, mais sinon vous ne devez pas la connaître. Mais là, typiquement, quand on a Made by Sarenza sur lequel on a envie de faire de l'image et pas forcément des volumes, on a le pendant Georgia Rose où on veut vraiment satisfaire Madame Tout-le-Monde, mais il faut quand même qu'elle s'y retrouve en termes de degré de mode. Et on a traité cette marque qui a on a énormément de références couleurs sur cette marque. On a entre 300 et 350 modèles couleurs par saison, donc c'est gros. On a voulu l'organiser en moment de vie. Pour avoir une offre qui soit un petit peu qui soit mieux construite. Donc il y a tous les produits qui sont urbains, donc ça reste quand même très ville chic, mais plutôt portable pour le week-end, etc. Tous les produits ville sont très escarpins, je vais travailler dans une banque et je suis ultra chic. Et il y a une petite capsule qu'on fait chaque saison, qui est la capsule Dressy, qui fonctionne très bien l'été parce que c'est tout le côté cérémonie. Et sur l'hiver, on va avoir des produits un peu fêtes, un peu Noël. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que je parle, mais non, ça va? Alors, après, qu'est-ce qui se passe au niveau de la construction de collection? Alors, c'est un peu indigeste, mais vous n'êtes pas obligé de lire. Je vous ai fait un petit rétro-planning type en prenant une marque qu'on va développer de A à Z, type Made by Sarenza. Donc là, on est sur une saison hiver. On va donc, si on repart de la fin, avoir des livraisons au mois de juillet pour une mise en ligne en fait au mois de juillet qui vont durer pour des produits qui vont durer toute la saison hiver. Donc là, on commence en octobre d'avant. Donc c'est un circuit qui est assez court. Hein. Par rapport au textile, c'est un circuit qui est relativement court. Octobre, donc présentation des tendances. On est sur le même timing de présentation de tendances que les marques externes. Ce qui n'est pas quelque chose de simple à gérer, puisque quand on doit développer ces produits, ce n'est pas pareil que d'aller les chercher tout fait chez quelqu'un qui vous les propose. Donc là, on est en plein dedans, là on est sur la partie où on essaie de se dépêcher pour rattraper, entre guillemets, le retard qu'on peut avoir par rapport aux marques externes.
Une fois qu'on a eu notre présentation de tendance, on va briefer nos stylistes en leur disant voilà les tendances, qu'est-ce que tu peux me proposer comme thème, comment est-ce qu'on va les traiter. On fait des salons de matière, type Première Vision Cure à Paris, pour aller voir aussi quelles sont toutes les nouveautés, matières, couleurs, et voir si ça colle au thème qu'on a prédéfini. Et on fait tout un benchmark concurrence, même si on travaille sur des produits qui vont être mis en ligne un an après, c'est important de savoir, en termes de forme, de couleur et de détails, ce qu'il y a à la concurrence à date. Le benchmark concurrence, il ne nous sert pas qu'à regarder la typologie de modèles qu'il y a chez les concurrents, mais également à regarder comment est-ce qu'ils ont construit leur collection et quelles sont les tendances en termes de typologie de produits. Je m'explique par exemple l'escarpin. Nous, on voyait que nos ventes étaient en pleine décroissance. L'idée, c'était de voir à la concurrence. Donc, par exemple, sur une marque comme Made by Saranda, je vais aller regarder Mellow Yellow. Je me dis, alors Mellow Yellow, ils ont construit comment? Est-ce qu'ils ont moins d'escarpins que la saison précédente? Est-ce qu'ils ont baissé leur prix? Est-ce qu'il y a une autre catégorie qui a l'air de se développer plus? Et ça nous permet là aussi d'affiner ce qu'on va proposer comme en construction de collection et ce qu'on va, entre guillemets, imposer aux stylistes de développer. Voilà. Ensuite, on fait, donc là aussi on est en plein dedans, un bilan de mi-saison. Donc au mois de novembre, on a déjà des ventes depuis le mois de juillet. Donc on est capable de voir, en tout cas sur toute la partie entrée de saison et milieu de saison, comment les ventes se comportent. Et de se dire, il y a peut-être des catégories, encore une fois, qu'il faut baisser, ou des prix qui sont trop chers, ou des produits que je n'ai vendus qu'en promotion, ou des couleurs qui fonctionnaient qui ne fonctionnent plus, ou des couleurs qui émergent tout d'un coup. Voilà. Suite à ça, donc benchmark, bilan, tendance, on va faire notre choix de dessin et de couleurs par rapport aux propositions des stylistes. Et ensuite, on va lancer des fiches techniques que je vais vous montrer tout à l'heure pour pouvoir recevoir des prototypes dans les bonnes formes, les bonnes matières et les bonnes couleurs qu'on a décidées. Suite à ça, on va voyager dans nos usines pour faire ce qu'on appelle le voyage de lancement. Donc, il y a des produits qu'on voit sur place, des prototypes qu'on voit sur place et des prototypes qu'on va lancer directement parce que chez les fournisseurs, on trouve toujours plus de matière, de détails, de nouveautés. Les marques sur lesquelles je travaille sont exclusivement produites en Europe, sauf I Love Shoes, qui est la marque Petit Prix, qui, elle, est produite en Asie. Mais sinon, donc, quand on fait nos voyages de lancement, c'est essentiellement en Espagne, au Portugal et un petit peu en Italie. Après, on reçoit nos protos au mois de janvier. Donc là, généralement, on est tout excité quand on reçoit un colis et puis il y a toujours un peu la boule au ventre quand on l'ouvre parce que ça peut être très joli comme ça peut être très raté. C'est le principe du métier. Et à ce moment-là, quand on reçoit nos prototypes et donc on est déjà pas mal avancé finalement dans la construction de collection, on fait notre bilan de fin de saison de l'hiver qui vient de s'écouler. On a déjà eu des pistes avec le bilan de mi-saison, mais on voit avec le bilan de fin de saison, où on a ce qui est juste avant les soldes, si on a eu raison ou s'il faut réajuster un peu le tir par rapport à notre plan de collection de la saison future. Ensuite, on fait les mises au point en février. On décide nos quantités et on négocie nos prix. Les choses vont généralement de pair, c'est-à-dire que plus on a de quantité, mieux on peut négocier. Quand vous dites au fournisseur que vous lui achetez 80 paires et que vous voulez qu'il fasse moins 5 €, ça ne marche pas, ou ça marche difficilement. Donc dans ces cas-là, on fait des négociations où on trouve des solutions. Donc on va changer un détail, changer une semelle, changer une matière, ou essayer de concentrer un groupe de matières au même endroit, comme ça ce sera moins cher. Voilà. Et c'est aussi le moment où on a le shooting pour le lookbook, où là on a intérêt à voir vraiment les produits qu'on met à la pointe de la pyramide que je vous ai montré tout à l'heure, il faut qu'ils soient parfaits et nickel pour les photos. On valide notre plan de connexion définitif, donc là ça y est, on est sûr de nous, on fait quelques dernières annulations ou changements de prix parce qu'il y a toujours quand même des choses à réajuster et on passe nos commandes. Là c'est aussi un peu juste parce que finalement on n'a qu'un gros 2 mois de temps de production. Ce qui pour la chaussure est court, généralement on a plutôt 3 mois. Mais là notre rétro-planning il est tel qu'il faut faire rentrer tout dans les cases. Ensuite on se fait livrer à l'entrepôt. On a tous les shootings marketing communication, donc eux qui ne sont pas des shootings pour le lookbook ou pour ce dont je vous ai parlé, les RP, mais qui sont plutôt les shootings pour ce qu'on appelle les vitrines et pour les différents temps forts d'animation qu'on va mettre sur le site. Et enfin, donc en juillet, on a la mise en ligne. Donc là, je vous ai fait un exemple assez concret de ce que ça donne entre le thème du styliste jusqu'au produit que je vous ai apporté.
Donc là, c'était le thème, je ne sais plus comment on l'a appelé tout à l'heure, mais son premier nom, c'était apparatchik, donc le thème militaire. Donc ça, c'est le mood board proposé par le styliste. Un exemple de produit fiche technique. Donc on donne la construction qu'on veut. Donc soit c'est une construction qu'on connaît déjà, soit c'est une construction qu'on demande à développer. Ça prend aussi plus de temps. Quand on veut des nouvelles formes, il faut les faire chez le formier. Donc ça, il faut qu'on le prenne en compte aussi dans le développement de collection. Chaque saison, on fait refaire à peu près 10 à 15% des formes, mais le reste, j'essaie de les garder parce que sinon c'est trop lourd et ça coûte trop d'argent. Voilà, on choisit donc les matières, les couleurs, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Notre styliste sur Made by Saranza, lui, il crée généralement des thèmes entiers, donc avec un même détail. Là, je vous ai mis 2 produits, mais en fait, il y en avait 4. D'un même détail, il a fait 4 produits. Il a fait une boot splat, il a fait un escarpin, c'était moins heureux ça. Il a fait une botte et il a fait la boot à talons. Ensuite, en visuel, communication et lookbook, voilà ce que ça donne, le produit porté. Et ensuite, voilà le produit sur le site. Et ensuite, je vais vous le passer, parce que je suis venue avec des petits... Évidemment, c'est celui qui est tout au fond. Et voilà. Et maintenant, j'ai fini, c'est à vous. Alors j'espère que vous avez plein de questions. C'est toujours la plus dure, la première, mais après ça va mieux. Bonjour, je m'appelle Manon Colleux, je suis en 3e année à MOSP, en chef de projet mode et habillement. Et je voulais savoir en fait comment vous avez donné l'envie, enfin le besoin aux consommateurs d'acheter un produit qui de base doit s'essayer. Parce qu'une chaussure, ça s'essaye, mais je veux dire, comment vous avez fait pour qu'aujourd'hui... Alors c'est une très bonne question et figure-toi, on se la pose toujours. Moi-même, en arrivant chez Saranza, j'étais très très étonnée de voir à quel point les ventes de chaussures en ligne fonctionnent. Je pense qu'en fait, il y a 2 phénomènes. Il y a le phénomène qu'aujourd'hui, on propose tous donc, des livraisons gratuites et des retours gratuits. Donc en fait, la consommation change. C'est plus simple d'être sur son canapé tranquille et de se commander une paire de chaussures. On a fait d'ailleurs une petite vidéo, je ne sais pas si ça te parle, il y avait eu un Bref, on avait fait une parodie de Bref sur une nana qui commandait une paire de chaussures et justement elle était tranquille chez elle. Le livreur arrive, elle n'aime pas, elle lui renvoie et puis en fait il revient, puis en fait elle le trouve mignon, puis à la fin elle finit par sortir avec le livreur. Il y a un peu ce phénomène de je suis chez moi plutôt que d'aller courir les boutiques et en fait j'ai pas envie et voilà, donc ça c'est sûr. Il y a, je pense, aussi le fait que les gens qui sont fidèles à certaines marques connaissent les modèles et leurs pointures. Donc, je ne sais pas, si tu veux une paire de Nike, par exemple, et que tu connais ta pointure chez Nike, bon, bah, tu sais qu'il y a peu de risques. Et en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction des différents pays, on n'a pas du tout le même taux de retour. En France, par exemple, on est encore un pays assez traditionnel, où les gens sont presque un peu gênés de retourner. Donc peut-être qu'on perd des clients, mais le taux de retour en France, il est à peu près de 20%. Le taux de retour en Allemagne, il est de 50%. C'est monstrueux. Les Allemandes, c'est leur mode de fonctionnement, c'est pas qu'elles n'aiment pas nos chaussures, c'est qu'elles achètent 3 paires, elles savent très bien qu'en fait elles n'ont pas forcément le budget, qu'elles en renverront 1 ou 2, et elles vont les acheter soit en 3 pointures, soit en 3 couleurs, mais voilà, c'est leur mode de consommation qui est comme ça. Après, je suis d'accord avec toi, moi je n'aime pas acheter des chaussures si je ne les ai pas essayées. Mais chez Saranza, on s'interdit de retourner. Enfin, on essaie de ne pas trop retourner pour ne pas faire monter le taux de retour. Donc vous-même, vous n'êtes pas cliente Si, bien sûr. Mais parce que j'ai la chance de travailler avec tous les produits, donc je peux les essayer et savoir si c'est bien, si c'est chose petit ou grand. Voilà, puis après on conseille les autres. Mais non, je ne peux pas vraiment répondre à ta question parce que ça reste encore un peu un mystère. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Complètement. C'est un produit de spécialistes, très technique, avec un bien-aller vraiment important. C'est vrai que le travailler uniquement sur l'image, d'où l'importance en effet du travail de photo, de shooting, qui doit le rendre désirable, c'est quand même un sacré challenge.
Oui. Alors après, on analyse beaucoup donc ce fameux taux de retour qui est un peu la bête noire chez Sarenza, parce que ça nous coûte cher, hein, les retours. Comme la livraison est gratuite et que le retour est gratuit, quelque part, la cliente, elle peut faire 50 fois l'aller-retour pour le même montant. Elle aura toujours dépensé ses 100 € et nous, on lui aura livré 5 paires de chaussures. Donc ça, on essaie de faire en sorte qu'ils se réduisent. Les raisons de retour, en fait, sont souvent des problèmes de pointure. D'où le problème de la marque propre, parce que sur la marque propre que personne ne connaît, comme ils ne peuvent pas les essayer en boutique, forcément, on pense qu'on fait un vrai 37, mais pour certains produits, peut-être que c'est un 38 ou d'autres un 36. Et j'ai oublié ce que je voulais te dire. Je ne sais plus. La pointure, non, c'est ça. Il y a le bien aller, non. Et il y a souvent, et ça, c'est très embêtant parce que c'est une cause qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Dans les causes de retour, on demande toujours à la cliente de cliquer sur le motif. Le premier motif est « ne correspond pas à mes attentes ». Mais en fait, « ne correspond pas à mes attentes », ça ne veut rien dire parce que c'est trop facile de cliquer là-dessus. Et c'est effectivement la plus grosse cause de retour. Donc celle-là, on a du mal à l'analyser. En revanche, tout ce qui est pointure, ça nous permet de changer le conseil chaussant. Si on voit par exemple qu'on a un modèle où tout le monde les retourne en disant c'est trop serré ou c'est trop petit, nous, on met en conseil chaussant de prendre une pointure au-dessus. Inversement, si la chaussure est trop grande, on met de prendre une pointure au-dessous. Donc ça peut aider. Parfois, on se rend compte par les retours qu'un produit a un défaut qualité, qu'on n'avait pas forcément vu à l'entrepôt. Donc ça nous permet de retirer le produit de la vente, de renvoyer au fournisseur, etc. Donc on essaye vraiment de s'améliorer. Et moi, sur les marques propres, je travaille avec le CTC beaucoup, qui est le Centre technique de la chaussure, qui nous aide à contrôler des formes. Donc chaque saison, on lui fait contrôler 4 ou 5 formes sur nos plus gros volumes pour qu'il nous dise si le chaussant est bon et si normalement on devrait améliorer notre taux de retour. Oui. Oui, Cédric, moi j'ai une question par rapport au retour, parce que 100 jours c'est énorme. Et donc si la personne a utilisé, on a le droit de le rendre utilisé? Alors non, ça c'est très très contrôlé à l'entrepôt. C'est-à-dire que quand les retours arrivent, ils sont traités par un service logistique spécifique qui ne fait que ça toute la journée et qui vérifie que la chaussure n'a pas été portée. C'est beaucoup plus facile pour une chaussure que pour un vêtement, parce que dès que tu as marché avec 2 minutes, tu vois bien que la chaussure, la semelle est un peu abîmée. Donc non, ça c'est très, très vérifié. Ça permet, en fait, une chaussure qui a été portée, non seulement on ne va pas rembourser le client, mais en plus, on ne va pas la revendre pour le coup. Nous, on garantit que les chaussures sont essayées, mais ça c'est normal, comme en boutique, mais qu'elles ne sont pas portées. Oui. Bonjour, je suis en première année, Alice, je suis en première année en chef de produit, et je me demandais, est-ce que vous comptez vous diversifier, vous voulez, par exemple, je ne sais pas, dans l'accessoire, vous voulez rester spécialisé dans la chaussure? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on est déjà un peu diversifié parce qu'on a une partie de maroquinerie aussi et un petit peu d'accessoires, mais c'est assez peu développé chez Sarenza. On pense que c'est un axe d'élargissement de l'offre qui serait très intéressant et on y travaille, notamment par le fait qu'on va créer, je pense, l'année prochaine ou dans 2 ans, une marketplace. Après, ce qui est compliqué, c'est que Sarenza est aujourd'hui très connu et reconnu pour la chaussure. Donc, il va falloir qu'on arrive à ancrer dans l'image des clientes que Sarenza peut faire autre chose que des chaussures. Je pense que c'est plus difficile quand on est très spécialiste de s'ouvrir plutôt que quand on fait, par exemple, du prêt-à-porter et qu'on va faire de l'accessoire. Mais c'est effectivement tout à fait un axe vers lequel on veut se développer. Alors pourquoi des marques propres? Vous aviez déjà un marché qui était confortable. Pourquoi l'aventure d'une marque une marque à recréer? En fait, les marques propres, on se rend compte de ça, et notamment on a des sites concurrents qui sont assez agressifs, Zalando par exemple, pour ne pas le nommer. En fait, ces sites-là se différencient par la marque propre et par la mise en avant de la marque propre. En fait, la marque propre, ça apporte quoi? Ça apporte effectivement de la différenciation parce que c'est un produit exclusif qu'on ne trouve que sur le site en question. Donc, ça peut devenir ensuite une destination d'achat pour le client, d'aller acheter spécifiquement ses marques propres. On a remarqué également, parce qu'on a beaucoup de data chez Sarenza, c'est l'avantage de travailler sur le web, une cliente qui a acheté de la marque propre, elle a tendance à revenir quasiment 2 fois plus qu'une cliente qui a acheté de la marque externe sur le site.
La cliente qui achète de la marque externe, souvent, je veux ma Stan Smith, je vais comparer les prix, c'est moins cher chez Sarenza, j'y vais et je n'y retournerai plus jamais. La cliente qui a acheté de la marque propre et qui est satisfaite de son achat va retourner soit acheter de la marque propre, soit acheter une autre marque. Donc, ça, c'est un point, donc différenciation et fidélisation. Et il y a aussi un point qui est non négligeable, qui est la marge. La marge à l'entrée sur la marque propre, elle est 2 fois supérieure à la marge à l'entrée sur la marque externe. Donc, ça permet aussi de supporter les coûts des marques. Quand je mets un produit à moins 50, je gagne encore de l'argent. Quand Adidas, on lui met son produit à moins 50, là, on n'en gagne plus beaucoup. Voilà. Mais le gros enjeu aujourd'hui pour la marque propre, c'est que tant qu'on ne la montrera pas suffisamment, elle ne sera pas suffisamment connue et donc on n'en vendra pas tellement plus. On est en grosse croissance de chiffres et de volume sur la marque propre puisqu'on fait entre plus 30 et plus 50 chaque saison. Mais pour des volumes qu'on achète qui sont encore plus gros que ça, et aujourd'hui l'offre est suffisante, mais on a besoin de transformer plus en montrant plus. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que comme je vous ai expliqué, on vend aussi de l'espace sur le site à des marques en trade marketing. Donc il y a un moment où on n'a plus tellement de place sur le site. Finalement, on a l'impression qu'un site, c'est tellement grand qu'on peut mettre tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas vrai. C'est plus grand qu'un magasin, mais l'espace pour s'exprimer est relativement petit. Le nombre de secondes où un client reste sur le site, il est microscopique. Et donc finalement, on se rend compte qu'entre quelqu'un qui a cliqué sur un produit et quelqu'un qui l'a acheté, quand on a 1% ou 2% de conversion, on est déjà content. Donc il y a du chemin. Mais les marques qui viennent à vous favoriser, mais on a un produit quasiment similaire, dans la même gamme de tarifs. Si vous vendez vous en marque propre, c'est pas votre soin. Alors ça arrive. Ça arrive, c'est ce qu'on appelle un litige fournisseur et ça se gère plus ou moins bien. Il y a des cas où ça se gère très bien et des cas où dans ces cas-là, je retire mon produit de la vente si on estime qu'il est trop similaire. Mais d'où l'idée sur les marques propres de travailler les produits qu'on va montrer, en tout cas, qu'on va mettre en avant avec des stylistes qui vont nous faire des créations qui nous sont propres, plutôt qu'avec des fournisseurs qui vont nous proposer des produits qu'ils auraient pu peut-être proposer aussi à d'autres. On a eu le cas, effectivement, notamment sur la marque Petit Prix. Il y a une marque sur le site qui s'appelle XTI, qui est une marque espagnole de chaussures, je ne sais pas, entre 50 et 80 euros. Et plusieurs fois, on a eu exactement les mêmes baskets qu'eux. De produits que nous, on avait sélectionnés, qu'eux avaient sélectionnés aussi. On avait peut-être changé un petit machin. On était plus ou moins au même prix. Et là, effectivement, c'est compliqué. Donc, on se doit de faire très attention à ça. Bonsoir, je m'appelle Mélina, je suis en 2e année chef de produit. Et ma question, c'était, aujourd'hui, on voit que tous les magasins qui ont lancé vraiment physique, ils ont créé un site internet marchand. Vous êtes le pure player aujourd'hui. Est-ce que vous pensez à terme ouvrir quelques magasins, quelques points de vente pour votre marque propre et proposer une expérience client qui serait différente et une visibilité qui serait aussi tout autre pour un type de clientèle? Alors, je veux bien que tu écrives à mon patron pour le lui dire, parce que moi, c'est quelque chose que je préconise beaucoup, notamment pour la marque propre. Je serais même prête à ouvrir juste du pop-up store ou voilà, des choses assez éphémères, mais effectivement, pour qu'on ait une expérience client qui puisse aller du physique jusqu'au web, aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on envisage. Voilà, on est des pure players et pour l'instant, on y reste. Bonjour, je m'appelle Sarah. Et du coup, je voulais savoir si c'est un choix stratégique ou c'est un choix d'investissement dans votre marque, Sarenza, de ne pas investir dans le coût que ce serait de faire un magasin physique. Pour l'instant, c'est un choix stratégique. Et en fait, Spartoo, par exemple, l'a fait. Mais les retours que nous on a ne sont pas forcément excellents. Surtout Spartoo l'a fait avec des magasins qui sont énormes dans des zones commerciales. Nous, ce n'est pas forcément l'image qu'on a envie de donner de Sarenza. Donc c'est vrai que si on pousse le truc un peu plus loin, si demain on veut ouvrir des boutiques, en fait on mettrait quoi dedans ? Effectivement, la marque propre, donc ça je te rejoins, moi je pense que ce serait une bonne idée d'avoir, je ne sais pas, peut-être un corner, un pop-up sur la marque propre. Mais après, si Sarenza voulait s'afficher en tant que Sarenza et avoir un réseau de distribution, il nous faudrait finalement, pour avoir tout ce catalogue de produits, des surfaces qui sont incroyables et donc forcément pas en centre-ville. Et du coup, donner aussi une image du site qui n'est pas forcément celle que nous, de la marque qui n'est pas forcément celle qu'on veut donner.
Enfin, c'est mon analyse, hein, je sais pas. C'est la démarche qu'avait fait la Halle à une époque, de passer de la périphérie au centre-ville, avec des magasins qui permettaient d'avoir une visibilité plutôt pas gentrifiée, du moins un tout petit peu plus près, parce que c'était des emplacements très périphériques, et qui régulièrent des parts de marché, et des styles qui apparaissaient dans Elle, dans Grazia, dans Gala, voilà, des images un peu plus modes que simplement une gamme du Paris. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on n'en est pas là. Et quand on voit là où on est la Halle, je ne sais pas si c'est la bonne solution non plus. Est-ce que c'est partager des chaussures? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous les ai apportés. Alors, en revanche, il y en a certaines qui ont été essayées, hein, donc ne touchez pas les semelles parce que il y en a qui ont servi pour des shootings ou... Hop. Attends, sinon, on va peut-être faire un truc genre vous en avez 4 et les copains, ils en ont 3. Qui d'entre vous commence chez Sarenza? Oui, qui est client ou cliente? Je n'ai pas beaucoup de clientes. Hein. Et qui d'entre vous connaissait le nom des marques propres que je vous ai données? Personne? Ah, quand même. Non, j'en ai 2 ou 3 dans le fond. Oui. Communiquer sur la marque propre, c'est quoi? Parce que moi, par exemple, je ne connaissais pas du tout vos marques propres. Et du coup, la stratégie de communication m'intéresse beaucoup. Alors, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, ça dépend des marques. Il y a des marques sur lesquelles il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, Georgia Rose, qui est hyper patrimo, ça fonctionne très bien en newsletter. Donc, une newsletter bien institutionnelle qui explique la nouvelle collection, etc. Ça marche très bien. Un Made by Sarenza, ça fonctionne mieux par jeux concours sur Facebook, des posts Instagram, des trucs comme ça. Donc, on n'est pas forcément sur les mêmes réseaux sociaux en fonction du type de marque. On a lancé cet hiver, depuis l'été dernier, une vraie campagne justement Facebook sur la marque Petit Prix I Love Shoes et ça a cartonné. Et la marque a fait des croissances incroyables parce qu'il y a des produits qui sont très sympas. On a repositionné plus mode aussi. Avant c'était Petit Prix un peu la Halle et maintenant on a fait Petit Prix plutôt à sauce. Et ça fonctionne très, très bien. Oui. À part la collab, est-ce que vous avez des marques propres sur leur propre site indépendamment de Sarenza? Non. Non, on a eu l'année dernière, on avait un onglet spécifique marque propre. Donc quand on est en haut dans le menu, on avait hommes, femmes, enfants et nos marques. Le problème était qu'on n'a jamais trouvé comment l'appeler. Donc si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Quand on l'appelait nos marques, tout le monde pensait que c'était la liste des marques, de toutes les marques qu'on avait chez Sarenza. Donc en fait, on avait ce qu'on appelle un taux de rebond qui était énorme, c'est-à-dire les gens qui cliquent et qui repartent tout de suite. Donc ça, c'était pas bon pour la transformation. Après, on l'a appelé exclusivité. C'était pire parce que exclusivité voulait dire il y avait un côté très premium, comme dans les marques propres qu'on a, il n'y a pas que des marques hyper haut de gamme, ça collait pas non plus. Et donc, faute de résultats extrêmement probants, je me suis fait sucrer mon onglet parce qu'on a mis je ne sais pas qui à la place. Et donc là, voilà, on réfléchit à quelle pourrait être la suite de ça. Après, quand on fait des collabs, par exemple sur Camille Walala, on avait un mini-site dédié qui lui tournait plutôt bien et qui était facilement aussi relayé un peu partout. Donc ça, c'est des choses qu'on va multiplier, je pense. Mais il faut savoir aussi que chez Sarenza, donc je vous ai parlé de la logistique, de la finance et du service client. J'ai oublié de vous parler d'une équipe qui est très importante, qui est l'IT, donc tous nos développeurs. Le problème, c'est qu'ils sont en train de se réduire un peu, on en a quand même moins qu'avant. Et surtout, en fait, dès qu'on veut changer quelque chose sur le site, on a l'impression que c'est facile, mais en fait, ça demande des temps de développement qui sont énormes. Donc, souvent, on regarde un peu en termes de ROI, est-ce que finalement, faire un mini-site dédié, ça va me rapporter suffisamment d'argent par rapport au temps et au coût qu'on aura passé à le développer? La réponse est souvent non. Donc aujourd'hui, c'est pas la priorité non plus. Je voulais savoir, est-ce que vous faites vraiment la différence entre vos marques propres et les autres marques? Parce que sur le site, au final, moi qui suis déjà allée, j'ai pas vraiment remarqué qu'il y avait une différence et que vous mettiez vraiment en avant vos marques propres.
Alors, on les met beaucoup en avant, moins que ce que je souhaiterais, bien sûr. Encore une fois, dû au trade marketing, c'est-à-dire que quand tu vas par exemple sous l'onglet femmes et que tu as, je sais pas quoi, Geox, Nike et tout d'un coup Made by Sarenza, Geox et Nike, ils ont acheté leur emplacement, qui payent assez cher. Donc, ils ont acheté une semaine de visibilité sur le site à un endroit qui, lui, est très cliqué et très visible. Et moi, j'ai la place qui reste. Et comme, bien entendu, pour la rentabilité de l'entreprise, on est très content que Nike et Geox payent quelque chose. On nous met quand il y a des trous. Voilà. Après, on essaye de plus en plus, on travaille avec l'expérience site qui permet, dans une population de produits, si tu cliques escarpin femme par exemple, qui permet maintenant de faire remonter les produits suivant un algorithme et notamment la marque propre va être prise en considération parce qu'on est mieux margé et donc ça nous permettra de remonter nos produits un peu plus haut. Après, je travaille beaucoup avec le marketing pour avoir des sélections de produits quand on fait des mises en avant, je ne sais pas quoi, le temps fort des bottines. Là, il y a toujours 50% de produits marque propre qui sont mis en avant. Donc, en termes de référencement, vous êtes bien placé? Oui, on est très bien placé. Et après, j'ai fait l'autre jour, donc la marque Made by Sarenza que je vous ai montré là avec les produits qui circulent, c'est une marque qui, autant Georgia Rose fonctionne très bien et est en pleine croissance, Made by, ça fait 2-3 saisons que le chiffre est un peu mou. Et donc on s'est demandé si il y avait une raison particulière et on a fait venir le mois dernier des clientes. On a fait ce qu'on appelle une table ronde de clientes, on leur a posé des questions, on a aussi filmé la session pour les faire parler à la fois de Sarenza, à la fois de Made by Sarenza. Donc on avait sélectionné exprès des clientes extrêmement fidèles qui avaient déjà acheté 3 ou 4 paires dans leur vie, ce qui pour nous est déjà beaucoup pour une petite marque comme ça. Et l'idée, c'était de comprendre si elles trouvaient qu'il y avait un problème sur les collections, s'il y avait un problème de prix. Et en fait, quand on leur a parlé de l'environnement commercial et des concurrents chez qui elles achetaient des chaussures, elles nous ont cité d'elles-mêmes Georgia Rose. Alors, on était assez étonnés parce qu'on pensait que c'était quand même pas très connu, mais non, elles ont cité Georgia Rose. Et quand on leur a dit que c'était une marque de Sarenza, elles étaient presque étonnées et en fait presque un peu déçues. Donc moi qui étais assez persuadée qu'on a intérêt à revendiquer les marques propres, je ne suis pas sûre. Parce que quand on leur a demandé ensuite ce qu'évoquait le nom Made by Sarenza, qui est pourtant ma marque la plus chère et la plus qualitative et la plus créative, la moitié nous ont dit c'est super, Sarenza est un site de chaussures, donc Made by Sarenza, ça donne un gage de qualité. Et la moitié nous a dit ouais, mais Made by Sarenza, ça fait marque de distributeur et moi, je n'ai pas envie d'acheter des chaussures sur lesquelles il y a écrit Carrefour. Je fais un peu raide exprès. Et du coup, là, on est dans une réflexion où on se demande si on a finalement intérêt à vouloir les pousser, ces marques propres, en revendiquant que ce sont les nôtres, ou si on n'a pas intérêt à le faire dans notre coin et à les pousser, mais sans dire que ce sont les nôtres, en inventant Georgia Rose. Et Georgia Rose, en fait, c'est une superbe créatrice anglaise magnifique qui habite je ne sais pas où. Enfin, voilà, donc je pense qu'on va plutôt tendre vers ça. Le problème sur Made by Sarenza, c'est que le nom, il existe et que c'est important qu'on ait une marque qui porte Sarenza. Donc il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire évoluer la marque sans que le fait qu'elle ait ce nom-là pose un problème à certaines clientes en tout cas. Alors, Valeska, première année chef de produit, je voulais juste savoir si selon les pays dans lesquels vous vendiez vos marques de propres, il y en avait certaines qui fonctionnent mieux que d'autres en fait. Tout à fait, c'est une très bonne question. Alors, il y a non seulement des marques propres qui fonctionnent mieux dans certains pays, mais il y a aussi des typologies de produits qui fonctionnent mieux dans certains pays. Si je prends la marque Petit Prix, I Love Shoes par exemple, qui a des croissances, là on fait cette saison, on va encore faire presque 100% de croissance de vente, c'est énorme. Donc cette marque, elle fonctionne extrêmement bien, et c'est étonnant, aux Pays-Bas et en Suisse. Le Suisse est pingre, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Donc ça c'est assez amusant. Si je prends Georgia Rose par exemple, le premier pays c'est la France, mais le deuxième pays où c'est à peu près 17% du chiffre c'est l'Allemagne, et les Allemandes achètent des escarpins. Donc elles essaient de mettre leurs pieds dans les escarpins, puis après elles nous les retournent parce qu'elles n'arrivent pas à mettre le pied dedans. Donc là c'est un vrai problème, typiquement le taux de retour de l'escarpin Georgia Rose en Allemagne. Donc on se demande, il y a deux solutions, soit il y a certains modèles que j'enlève du site allemand pour tout court ne pas les vendre, soit on changera les prix de vente en Allemagne pour me permettre de financer une partie des retours. Et là, on est en train de tester l'élasticité prix sur l'Allemagne pour voir si, en montant les prix de certains modèles, les ventes baissent ou si les ventes sont stables. Dans ces cas-là, on déploiera sur l'ensemble de la catégorie. Italie. Italie. Les besoins sont Italie. Peu. Les pays du Sud ils sont un peu en retard sur les achats en ligne. Italie, Espagne, Portugal, c'est pas des très gros pays.
Non, ceux qui sont très en avance, c'est vraiment les pays du Nord. Vraiment, l'Allemagne est un très gros marché, la Belgique est un très gros marché, les Pays-Bas, la Suisse, très très gros marché. En Suisse, on voit vraiment qu'on n'est presque pas assez cher. Ils aimeraient bien qu'on soit plus cher, donc on va augmenter les prix. Petit marché. En fait, l'Angleterre, petit marché, essentiellement, je pense, pris par Asos, sur la partie chaussures. Et Zalando, je crois, est très présent en Angleterre aussi. Alors que Belgique, Allemagne, alors l'Allemagne, la Zalando bien sûr, mais en fait, surtout, je pense que les Allemandes, ou les Allemands, on ne va pas faire de sexisme, sont encore une fois très en avance sur l'achat en ligne et sur l'achat en ligne de chaussures. L'habillement aussi. Oui, et pour l'habillement aussi, effectivement. Donc vos plus grands concurrents, c'est Zalando et Asos. Zalando, Asos et Amazon depuis quelques saisons, qui se met à vendre, alors sur les marques externes qui sont vraiment incontournables, Nike, Adidas. Comment vous pouvez vous différencier de vos concurrents? Alors, on se différencie, on se rend compte quand même qu'il y a un truc qui est très important, c'est le prix. Donc, toutes les clientes qui sont les clientes un peu zappeuses et qui vont acheter, qui cherchent leur Stan Smith au meilleur prix, nous, on a maintenant un système de pricing où on a en fait des data scientists, le mot fait un peu peur, qui screenent les sites tout le temps pour regarder sur un produit comparable. Donc, on screen à peu près, je ne sais plus combien, je crois que c'est 3000 références comparables pour voir à quel prix ces références sont vendues sur les autres sites et pour voir comment est-ce que nous, on peut s'aligner. Donc ça, c'est mauvais pour la marge aussi. Parce qu'on est un peu dans la course au prix le plus intéressant possible. Et après, l'élément de différenciation principal, c'est sur toute l'animation qu'on va pouvoir mettre, c'est notre service client. Le service client, je pense, est un gros facteur de fidélisation des clientes. Et puis la marque propre aussi. Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis en première année chaîne de produits. Je voulais savoir par rapport aux marques style Nike, Adidas, etc. Si vous proposez le même prix que vos concurrents, ou c'est donc la seule différence en fait que vous faites après au niveau des produits, c'est sur votre marque propre. Alors, on propose le même prix que les concurrents, c'est-à-dire qu'en fait, on va toujours, avec ce mécanisme de pricing, s'aligner sur le meilleur prix du concurrent, sauf si, et ça c'est une nouveauté, c'est important, si le concurrent propose ce produit à 50% parce qu'il ne reste qu'une pointure. Le produit qui est complètement rupté, c'est normal que le site concurrent essaie de s'en débarrasser. Si tout le monde est stocké à peu près correctement, on va s'aligner au prix le moins cher. Et après, quand les prix remontent, nous remontent aussi. C'est un petit système un peu boursier. Ce qui n'est pas possible dans le retail. Dans le retail, on ne change pas son prix de vente comme on le veut. Sur Internet, on change son prix de vente comme on le veut. C'est très étonnant d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un jour où ça va être réglementé parce que... Et du coup, par rapport au retour et tous les invendus au niveau des stocks, vous les traitez comment en fait? Vous les revendez sur le site ou... Oui. Alors en fait, le gros avantage de la distribution sur le web, c'est qu'on n'a pas de problème de place. On n'a pas de problème de stock. Les produits sont stockés à l'entrepôt, ils ne sont pas stockés dans une boutique ou dans une réserve. Donc, en fait, on achète des produits, ce qu'on appelle nouvelles collections chaque saison, mais j'ai également présent sur le site des produits anciennes collections. Et ces produits anciennes collections, parfois, sont très performants. On est très content de les avoir. Il faut à peu près 30% du chiffre de la saison. C'est ces produits-là qui, généralement, vont supporter les plus gros taux de démarque parce que, logiquement, on veut se débarrasser de notre stock le plus ancien avant de se débarrasser du stock le plus frais. Après, on n'exclut pas non plus qu'il y a des produits qui ne se vendent vraiment pas du tout et des produits qu'on finit par passer ce qu'on appelle en invisible ou qu'on vend à des déstockeurs. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, si on n'a pas suffisamment bien écoulé une saison donnée, on a des stocks qui grossissent et qui grossissent. Donc, on va réajuster les achats pour la saison prochaine. On prend toujours en compte le stock global qu'on a encore. Et je voulais savoir, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui font appel à des influenceurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous aussi, c'est des stratégies de communication? Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, on a différents types d'influenceurs. On va avoir, entre guillemets, les blogueuses ultra mode RP branchées qui vont nous servir au moment où on présente les lookbooks.
où là, elles vont nous relayer du contenu vraiment très aspirationnel. Et là, j'ai fait une présentation il y a 15 jours à des blogueuses, beaucoup plus Madame Tout-le-Monde, c'est-à-dire toi et moi dans notre salon, qui faisons ça le soir à nos heures perdues, qui en fait sont suivies finalement par énormément de monde, mais qui vont relayer des produits plus commerciaux. Donc, ça nous sert à la fois à l'image et aussi à la vente. Donc voilà, oui, non, ça on est obligé de... Vous arrivez à identifier les typologies consommatrices, consommateurs? Alors oui, on a des données assez précises là-dessus. On sait exactement qui sont nos clientes, où elles habitent, leur CSP, depuis combien de temps elles sont clientes sur le site, si elles ont un taux de retour. Là, par exemple, pour la table ronde qu'on a organisée, j'ai fait exprès de prendre des clientes qui avaient beaucoup retourné et d'autres qui n'avaient jamais retourné, pour voir pourquoi elles retournaient, si c'était, encore une fois, problème de pointure, un problème de... Non, on sait beaucoup de choses sur nos clientes. Après, c'est compliqué parce qu'on sait beaucoup de choses sur elles, mais on ne sait pas forcément ce qu'elles veulent. On sait qui elles sont. On sait qu'elles habitent en province ou à Paris, on sait qu'elles sont plus à l'international. On regarde quand même beaucoup l'âge évoluer, ça c'est important. Et par exemple, c'est drôle parce que sur Georgia Rose, qui est quand même une marque assez classique, on a l'âge de la cliente qui a tendance à baisser, quand sur Made by Sarenza, on a l'âge de la cliente qui a tendance à monter. Je pense qu'en fait, comme ce sont des clientes assez fidèles et que c'est une offre qui est assez niche, bah finalement, la cliente vieillit avec la marque gentiment. Il y a un jour, il faudra qu'on renouvelle parce que c'est important. Et du coup, on parle beaucoup de clientes en fait, mais vous avez aussi des marques de soins pour hommes, c'est ça? Mais est-ce qu'elles marchent vraiment? Parce que les hommes, du coup, ils sont moins tentés par l'achat en ligne, je pense. Alors, l'homme, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires de Sarenza, donc comme l'enfant, et donc 60% de la femme. L'homme achète surtout de la basket. Et moi, sur les marques propres hommes, la marque qui fonctionne très bien, c'est la marque Marvin & Co, qui est une marque d'hommes extrêmement classique. Là aussi, un bon produit, bon rapport qualité-prix pour monsieur qui va travailler dans une tenue un peu formelle. Et en revanche, la marque Mister Sarenza qu'on a lancée l'année dernière, ça a plutôt du mal à décoller, mais c'est un peu le pendant de Made by Sarenza. C'est des produits qui sont plus branchés. Après, les hommes, c'est une cible qui est plus difficile à atteindre, mais une fois qu'on l'a, ils sont extrêmement fidèles. Donc ça, c'est vraiment bien. Ils retournent très peu. Ils sont moins sensibles à la promo que les femmes. Donc un petit moins 20% leur va très bien. Quand les femmes, il faut moins 30, moins 40, ça commence à être intéressant. Avant, on voit que la transformation n'est pas très bonne. Je pense que c'est un marché sur lequel il va falloir qu'on pousse un peu plus loin parce que, encore une fois, on a une offre qui est trop faible à mon avis et on ne couvre pas tout à fait le champ des possibles sur l'homme. Et puis c'est aussi beaucoup moins concurrentiel. Le marché homme. Et du coup, mais dans Made by Sarenza, c'est que des chaussures femmes? Oui, Made by Sarenza, c'est que de la femme. Ensuite, on a Mister Sarenza en homme, Marvin & Co en homme. On a deux gammes, on a Marvin & Co normal et Marvin & Co luxe, où là, on vend des produits qui sont très qualitatifs, cousu Goodyear, entre 250 et 280 €. Et ça fonctionne très bien. C'est des petits volumes, mais on a généralement tout vendu en fin de saison. Donc ça, c'est une marque qui tourne toute seule. Et après, on a I Love Shoes Homme, donc la marque petit prix, et ça marche extrêmement bien. Du produit à 49, 59, fonctionne très très bien. C'était juste pour savoir où sont produites les chaussures, enfin surtout. Alors, essentiellement en Europe, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc beaucoup, en fait, chaque pays a sa spécificité de fabrication, et ça c'est quelque chose, ça fait maintenant longtemps que je suis dans la chaussure, j'ai compris qu'il ne fallait pas déroger à la règle. Il y a des gens qui savent faire certaines choses et d'autres qui ne savent pas les faire. Enfin, Bruno, vous me dites que vous êtes d'accord avec moi. Donc en femme, on va fabriquer tout ce qui est escarpins, sandales plutôt un peu habillées, plus fines, avec des semelles recouvertes en Espagne. Tout ce qui est bottines et boots, on va les fabriquer au Portugal ou en Espagne si elles sont très féminines avec du talon plus fin et une cambrure plus haute. Mais sinon, c'est les Portugais qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Et sur les bottes, c'est pareil. Ce sont les Portugais qui sont meilleurs et les Espagnols vont faire des bottes très chères mais très féminines. Le chausson espagnol aussi est très étroit, quand le chausson portugais est un peu plus généreux.
Et en Italie, on va faire, alors il y a un peu deux types de gamme en Italie. Il y a tout ce qui est plus haut de gamme, donc ils sont très bons en escarpins bien sûr. Et ensuite, donc ça c'est pour du plus haut de gamme. Et ensuite, dans toute la région de Naples, on va avoir des produits, alors là, qui sont assez bas de gamme et qui fonctionnent généralement bien, qui sont des petites sandales, des baskets. C'est les Italiens qui fabriquent des baskets. Un peu de Portugal aussi pour ça. Et sur les sandales plein été, avec beaucoup de valeur ajoutée, des breloques, des pompons, etc. On va faire un peu d'Inde aussi, parce que là, ils ont une vraie main et que c'est très, très qualitatif. Sur l'homme, on va acheter beaucoup en Italie, parce que c'est vraiment eux qui ont la main, et un petit peu au Portugal. On a un petit peu de pays de l'Est aussi. Moi, c'est une fabrication que j'aime pas tellement, les pays de l'Est, parce que je trouve ça très grossier, mais c'est un bon rapport qualité-prix. Et après, sur toute la partie petit prix, c'est de l'Asie, parce que ça reste encore imbattable. Mais l'Asie fonctionne quand c'est sur des matières en synthé. Voilà, le cuir en Asie, aujourd'hui, ça ne vaut plus tellement le coup. On est quasiment, avec le transport et les frais de douane, c'est quasiment équivalent. En fait, en Asie, ils n'ont pas de cuir. Donc, il faut qu'ils les importent, ou ils ont des cuirs pas qualitatifs, et après, ils les renvoient. Donc, c'est pas... Pour les marques propres, du coup, le silice, c'est le même pour toutes les marques? Non. Non. Ça, c'est important. Avant, on avait le même silice qui faisait Georgia Rose et Medby. Et en fait, ça ne différenciait pas assez les marques. Donc maintenant, on a toujours gardé le même silice pour faire Medby Sarenza. Et il fait extrêmement bien son job. Alors, c'est un silice free qui travaille aussi pour d'autres marques, mais des marques qui n'ont rien à voir avec Medby Sarenza. Donc, je pense qu'il arrive à s'approprier à chaque fois l'univers. Et ça, c'est bien. Sur Georgia Rose, on a une styliste aussi en free qui, elle, est d'un univers complètement différent, qui a fait beaucoup de prêt-à-porter femmes. Elle a travaillé chez Carole, elle a travaillé avec moi chez 1, 2, 3 aussi. Donc, elle a cette main assez classique, mais tout en apportant quand même le petit détail de la saison qui fait que le produit reste actuel. Donc ça, c'est bien. Et sur l'homme, on a le même styliste homme sur les deux marques, Marvin et Mister. Et sur I Love Shoes, on travaille sans styliste. Les autres stylistes free nous aident à faire les panneaux de tendance et on se fait on fait un peu la liste de courses sur I Love Shoes de quels sont les must-have qu'on doit trouver. C'est une marque qu'on va plus traiter en achat pur, un peu comme de la marque externe, sauf qu'on peut apporter des changements sur les produits. Et là, on va beaucoup sur des salons. Il y a un salon notamment à Riva del Garda en Italie, 2 fois par saison, qui est un très très gros salon pour la chaussure, où là, on court le salon et on trouve notre bonheur là-bas. Donc, pure player, c'est un futur pour le business? Eh bien, c'est une bonne question. Moi, je crois plutôt qu'il faut avoir une distribution mixte. Et aujourd'hui, pour moi, les plus beaux succès sont les succès de marques qui, ensuite, se sont diversifiées, ont finalement monté leur site après. Je prends l'exemple de Zara. Pour moi, Zara, c'est quand même un vrai exemple. Enfin, le site est absolument incroyable. En termes d'ergonomie, c'est parfait. Les visuels sont parfaits. Mais en même temps, vous avez ce relais en magasin. Enfin, moi, je ne crois pas à l'avenir 100% pure player. On voit les chiffres quand même du pure playering assez stable. Il y a eu une progression lente qui s'est avérée. Oui. En fait, ça s'est stabilisé. Ça se stabilise, mais je vais dire que ça s'est tassé. C'est-à-dire qu'on a eu des croissances exponentielles qu'on ne voyait pas sur le marché retail depuis des dizaines de saisons, je vais dire. Là, maintenant, ça se tasse et ça se stabilise. Si on veut retrouver de la croissance et une croissance importante, quelle est la suite? C'est ça la question. Et je pense aussi qu'il y a un certain nombre de petites marques éphémères pure player qui ont quelques années. On verra si ça perdure longtemps ou pas. Avant de sortir la tête de l'eau et d'être vraiment un gros acteur du marché, il y a du chemin. Il y a quand même de plus en plus de concurrence quelque part. Le marché est un peu saturé. Et le marché de la chaussure subit aujourd'hui ce qu'il y a eu sur le textile il y a quelques années, c'est-à-dire un tassement, mais ce qui est normal, c'est le cycle de vie d'un marché. On ne pensait pas que ça arriverait sur la chaussure, mais ça y est, là, on est dedans. Donc, il faut trouver justement quels vont être les moyens de sortir de ça. Après, le gros avantage de la chaussure par rapport au textile, c'est que la chaussure est un produit qui s'use et qui est un achat de besoin. Alors,
bien sûr qu'il y a une très forte part d'achat coup de cœur et voilà, parce que c'est assez compulsif la chaussure. Mais quelque part, les gens auront toujours besoin de se chausser. On ne peut pas marcher pieds nus dans la rue. Et les chaussures, il y a un moment où elles s'abîment et on ne va pas forcément chez le cordonnier les faire ressemeler. Donc moi, je pense que c'est encore un marché qui a beaucoup d'avenir. Maintenant, le spectre des différents acteurs est en train de se mouvoir. On a des acteurs du retail qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Je pense à Vivarte, par exemple. On ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Est-ce que ça va faire de l'air pour les autres? Enfin, voilà, on est un peu dans le flou en ce moment. C'est assez curieux. Et donc je reviens sur les stratégies pure player. C'est l'alternative ou c'est juste un passage, parce que je vois du développement d'autres marques qui jouent assez peu là-dessus. Je pense à une marque comme Mera, qui est assez bien en France, et qui joue beaucoup, elle, sur le retail direct, c'est-à-dire 300 points de vente, et on vend vraiment face-to-face, et on a pas de place là-dessus. En fait, on est dans un marché un peu dualitaire entre vraiment les entreprises franco-françaises vieilles de la vieille comme Eram, où effectivement le point de vente on ne peut pas déroger au point de vente et c'est le contact avec la cliente, etc. Maintenant, le problème du retail, c'est que le retail, ça coûte cher aussi. L'immobilier est de plus en plus cher, il faut payer toutes les vendeuses, il faut ouvrir finalement de plus en plus tard et les week-ends et les dimanches et les soldes et les machins. Et c'est aussi pour ça que tous les acteurs Internet qui sont arrivés, au départ, ont cartonné. Maintenant, moi, je crois assez à cette solution intermédiaire qui est de dire qu'on a une distribution physique jumelée avec une distribution web et que l'un va servir l'autre et qu'on a des ponts entre les deux. Le développement du click and collect, moi, je trouve que c'est super. Comme ça, on peut avoir un contact physique pour ceux qui en ont besoin, mais ceux qui n'en ont pas besoin vont se faire livrer directement chez eux. Moi, je crois plus à ça. Maintenant, pour un site comme Sarenza, encore une fois, qui s'est développé uniquement sur le business model du pure player, je pense que c'est compliqué de faire différemment. Voilà. Non, on est plutôt dans une optique de différenciation en termes d'offres, que ce soit par de la marketplace ou que ce soit par effectivement, comme disait la jeune fille tout à l'heure là-bas, par une offre complémentaire d'accessoires. Alors on n'ira jamais faire du vêtement, ça c'est sûr que c'est pas, voilà, ce sera trop compliqué à gérer. Mais Une dernière question peut-être. Est-ce que vous avez d'autres collaborations en vue peut-être Oui, on a d'autres collaborations en vue. On a une qui sort cet été, en fin d'été, et là on est en train de référencer les 2 collaborations pour la saison hiver prochain. Mais je ne vous dis pas parce qu'il faut faire un peu de teasing. Non, celle de l'été va être très, très sympa, mais elle est moins forte que Camille Walala. Et l'hiver prochain, si on fait affaire avec les personnes auxquelles on a pensé, je pense que ça peut être très, très sympa. Ouais. Du coup, quand vous faites des collaborations comme ça, en fait, c'est sur vos produits que ça agit. En fait, c'est l'image de la collaboration qui va sur vos produits, mais c'est aucun des produits du collaborateur qui va... En fait, une collaboration qui marche, c'est une collaboration qui est vraiment win-win. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de visibilité, parce que nous, ce qu'on apporte, c'est de la visibilité. Donc, associer son nom avec Sarenza, on sait que le nom de cette personne ou de cette marque ou de cet influenceur ou de cette chanteuse va être beaucoup vu. Donc, ça, c'est ce qu'ils cherchent. Et nous, ce qu'on cherche, c'est apporter une image un peu différenciante, dans l'air du temps, un peu détonnante à notre marque. Et donc, on se sert de l'image qu'a la personne avec qui on s'associe pour ça. Après, effectivement, on leur fait généralement, enfin pour l'instant, on leur fait habiller nos produits. Comme ça, je gère la fabrication de A à Z. On est sûr de ce qu'on vend, de la qualité, etc. Ils valident tout, généralement. Et il y en a des plus pénibles que d'autres. Dernière question. En fait, j'avais une question, mais pas sur Sarenza, sur votre parcours, si je peux me permettre. En fait, c'est pour savoir, vous avez été chef de produit, aujourd'hui vous êtes responsable de développement de marque. Et je voulais savoir si dans chaque entreprise c'était différent. Et vous avez plusieurs entreprises dans votre carrière, et je voulais savoir pourquoi et si c'était pas obligé, mais s'il fallait changer. Alors, attends, comment je vais répondre à ta question? Il y en a beaucoup.
On essaie de structurer un peu le truc. Alors moi j'ai commencé chez Etam. Il faut savoir qu'un premier boulot, c'est toujours un peu une histoire d'opportunité et de rencontre. Parfois on peut réussir et parfois on peut se tromper. Moi j'étais très heureuse et j'ai beaucoup évolué en interne chez Etam, que ce soit dans les différentes marques ou dans différents services, mais toujours au sein du même métier. Et c'est une entreprise qui m'a beaucoup structurée, qui m'a beaucoup appris, parce que c'est une entreprise qui a des méthodes. Donc ça, je pense que c'était un bon point de commencer par là. Il y a un moment où j'avais quand même fait le tour de la question et où finalement, l'avenir chez Etam, c'était de prendre le poste de la directrice des achats, mais elle était toujours sur sa chaise et je n'allais pas lui dire de s'en aller. Donc il y a un moment où la rupture est dure, c'est un peu comme quitter son premier mec, mais il faut, on ne peut pas rester toute sa vie. Aujourd'hui, on ne fait plus carrière dans une entreprise pendant 35 ans. Enfin, je ne sais pas, Bruno, vous me dites si vous êtes d'accord, mais après, il n'y a pas d'obligation à changer d'entreprise tous les X années. C'est aussi un peu au gré de ce qui se passe, des rencontres qu'on fait. Moi, j'ai été appelée par un cabinet de recrutement pour Mello Yellow. Et tout de suite, je me suis dit que le challenge était génial. Après, c'était difficile parce que passer d'un environnement d'entreprise qui est extrêmement structuré, 500 personnes, avec un siège, des fonctions bien définies, des méthodologies très très claires, à toute petite boîte, 25 personnes, un foutoir pas possible, on est toujours par Mons et par Vaux, à la fois on ouvre du carton et puis on décide de la stratégie de la boîte. C'était compliqué, mais c'est aussi intéressant. Moi, j'aime toutes les expériences qui sont en fait complémentaires les unes par rapport aux autres. Donc, je dirais que j'ai autant appris dans chacune de mes expériences, mais sur des choses différentes. Ce qui est très important d'en parler avec Bruno avant que je commence, c'est l'humain. C'est toujours une histoire de rencontre, hein, tout ça. Quand ça ne fonctionne pas, c'est parce que souvent l'humain ne fonctionne pas. Et moi, par exemple, j'ai rarement eu des problèmes, j'ai eu de la chance, j'ai rarement eu des problèmes humains dans ma carrière, alors que j'ai des amis qui ont eu des problèmes qui étaient pas forcément faciles à gérer. Après, j'ai voulu faire de l'enfant, ça c'était un choix personnel, c'était mon choix de quitter Mello Yellow, parce que j'avais moi des enfants petits et que chez Mello Yellow, je voyageais beaucoup trop. Donc voilà, il y a aussi des moments dans une vie où on se dit, voilà, moi j'avais ma fille qui avait 5 ans et qui trouvait qu'elle ne me voyait jamais, j'étais tout le temps en Asie. Et donc je me suis dit, il va falloir peut-être que je me calme un peu et que voilà, il y a aussi un temps pour tout. Quand Jacques Addy m'a proposé le poste, c'était un poste qui me paraissait assez simple, plus sédentaire, avec des voyages plus proches et sur un marché que je ne connaissais pas parce que je n'avais pas envie de partir pour faire quelque chose qui ne m'intéressait pas. J'étais ravie d'avoir ce marché d'enfants que je ne connaissais pas et ce challenge de monter des boutiques et voilà, et de faire vivre le projet. Et après, une fois que ça s'était fait, pour le coup, je me suis un peu ennuyée. Donc je me suis dit, bon, on va peut-être regarder ce qui se passe, s'il y a quelque chose, voilà. Mais encore une fois, la vie est faite d'opportunités ou de contraintes qu'on se met soi-même, ou que l'entreprise peut vous mettre. Je veux dire, parfois, voilà, il y a des entreprises qui décident de se séparer de vous et en fait, c'est pas grave, hein, c'est la vie, tout le monde rebondit et retrouve. Moi, pour l'instant, je touche du bois, ça n'a pas été mon cas, mais je dis toujours qu'un jour, certainement, ça m'arrivera. Et en fait, voilà, ce serait aussi une expérience comme une autre. Et voilà, je sais que moi, j'ai une passion qui est la chaussure, enfin déjà qui est le développement produit au départ et qui maintenant vraiment s'est spécialisé sur la chaussure. Et qu'aujourd'hui, je suis toujours très heureuse et toujours emballée le matin quand je vais travailler, de travailler sur mes produits. Et qu'en revanche, je suis contente d'avoir réussi à construire cette passion de la chaussure, mais sur différents marchés, différentes tailles d'entreprise, différents challenges. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très bien. Une ultime question, j'aime bien la poser celle-là. Ah, je sens qu'elle va être hyper dure. Tu fais quoi demain? Je fais quoi demain? Ah, demain j'ai une journée. Alors, demain j'ai une journée que j'adore parce que c'est une journée où on fait à la fois des choses drôles et des choses pas drôles. Demain, d'abord, nous commençons par validation d'un fichier pour une OP Noël où là, on se paluche du chiffre et du chiffre pour voir quels sont les produits qu'on va mettre en promotion et à combien, et ce qu'il me reste de la marge et combien on va en vendre, etc. Donc ça, c'est jamais très drôle, mais c'est nécessaire parce que c'est quand même ce qui fait ensuite rentrer de l'argent dans les caisses. Ensuite, j'ai une validation de la collection chaussettes, parce que j'ai aussi une marque chaussettes, mais on n'en a pas parlé. La collection chaussettes avec l'acheteuse qui fait les chaussettes. Donc ça, c'est plutôt la partie rigolote. Et l'après-midi, il y a le styliste Made by Sarenza qui vient parce qu'on a reçu beaucoup de matière au bureau par rapport aux différents salons qu'on a fait. Et il vient nous présenter en fait ces 2 premiers thèmes sur les 3 thèmes de la saison hiver prochain.
Donc voilà, donc on va... Et en parallèle de ça, donc on va regarder, en fait, lui va nous apporter ses premiers dessins. Et en parallèle de ça, la chef de produit a préparé le bilan de mi-saison. Et donc on va regarder justement son benchmark, le bilan de mi-saison et ce que propose le styliste pour voir si on rentre bien dans les clous. Voilà. Bonne journée. Ouais. Merci à vous.